on vous propose de commencer. Donc, merci à tous, bienvenue à tous pour les Journées du patrimoine 2025. On est vraiment très heureux de vous accueillir un vendredi soir qui sonne le démarrage des Journées du patrimoine. Et nous sommes très heureux, en plus de vous accueillir ici, dans ces locaux. Vous avez peut-être pu faire attention à l'architecture de ce bâtiment, puisque dès votre arrivée dans ce bâtiment, vous étiez déjà dans faire une expérience patrimoniale, puisque nous sommes dans les anciennes usines Panhard et Levasseur qui étaient dédiées à la construction automobile, qui a vraiment façonné, érigé ce quartier. Donc, vous voyez toute cette architecture qui, depuis, est devenue un lieu de réflexion et de création qu'on va vous faire un peu découvrir, et pas que, puisque nous avons le plaisir donc de discuter, d'échanger avec vous, avec nos intervenants que je vais vous présenter, et nous allons discuter sur le patrimoine architectural, qui est le thème dédié des Journées du patrimoine 2025. Et évidemment, nous allons vous parler des gares comme une architecture en mouvement. Alors, on a le plaisir, enfin j'ai le plaisir bon, déjà de me présenter. Donc, je suis Véronique Veston. Donc, je suis architecte du patrimoine et je dirige le studio patrimoine d'AREP, donc dédié à toutes les méthodes patrimoniales pour le groupe SNCF et Gares & Connexions. Et avec moi, donc, nous avons des experts qui vont vous parler. Donc, je vous présente Émilie Ergotte, qui est directrice de la conception et réalisation du groupe AREP. Fabienne Couvert, qui est directrice de l'architecture et de l'environnement de Gares & Connexions. Nous avons également le plaisir d'accueillir Nicolas Pierrot, qui est conservateur en chef du patrimoine au service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France. Alexandrina Striffling, collaboratrice du studio patrimoine et docteur en architecture au laboratoire IPROS de l'ENSA de l'école d'architecture de Belleville. Et Alvini Ioannidou, architecte du patrimoine au sein du studio patrimoine AREP. Donc, nous pouvons démarrer maintenant que vous connaissez les intervenants. Évidemment, je ne suis pas au bon endroit. Donc, nous vous proposons de... On va laisser les gens s'installer. Nous vous proposons de faire des interventions et nous pourrons, vous pourrez nous questionner à la fin. On aura le plaisir de vous répondre. Donc là, on va parler d'architecture ferroviaire, beaucoup, des gares essentiellement. Et donc, on parle d'une architecture ferroviaire qu'on connaît tous, mais dont je vais rappeler quand même un petit peu les grandes lignes. C'est une architecture ferroviaire qui naît, alors est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, c'est bon. Qui naît de et avec l'ère industrielle. Et en fait, il faut savoir que l'architecture ferroviaire naît au début du 19e siècle. Elle va prendre naissance et racines en même temps que la notion patrimoniale, ce qui permet de conserver, protéger tout ce qui fait sens aujourd'hui pour notre société. Et vous savez que cette notion de patrimoine, vous savez où je vous l'apprends, pendant tout le 19e, 20e siècle, 21e siècle, c'est une notion qui va s'élargir, s'agrandir, qui va devenir expansive. On va protéger les châteaux, les églises et les paysages, le patrimoine industriel et aussi aujourd'hui des traditions, des cultures. Donc c'est vraiment une notion extensive. Donc comment est-ce que ces gares se positionnent dans ce patrimoine qui... Notre titre, c'est architecture en mouvement. Or là, on est sur une notion de pérennité, de conservation, de transmission. Donc ça nous évoque plutôt la permanence et le temps long.
Mais ce qu'on voudrait vous montrer, ou ce qu'on va voir avec nos interlocuteurs, c'est que l'architecture ferroviaire, c'est un laboratoire d'études passionnant. Et vous voyez ici, sur cette image, d'un trajet de train de Paris à Saint-Germain-en-Laye, on est sur les tout premiers trajets en train. Eh bien, on lit déjà sur cette image tout ce qui fait notre société du mouvement du 21e siècle. Évidemment, c'est une gravure du 19e. On lit, vous voyez, on sort de Paris, là, on lit des territoires, on lit des paysages, on lit des architectures, on lit un urbanisme, on lit des usages. Et toutes ces permanences et ces modifications, ces évolutions, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a transmis, c'est ce que nous devons transformer et modifier. Je vous ai mis ici cette illustration d'Albert Robida pour nous faire un saut dans le temps. C'était fait au 19e siècle pour nous faire un saut dans le temps, et Albert Robida imaginait la vie en l'an 2000. Et vous voyez, on montre un matériel roulant, donc le train, qui est une architecture futuriste, qui est une machine futuriste dans laquelle s'engouffrent les usagers, les voyageurs. Et par ailleurs, vous voyez sur le côté, vous avez la marquise, avec son fer pudelé peut-être, ornementé, sa couverture fine. Et là, on se dit, tiens, finalement, au 19e siècle, on imaginait cette architecture novatrice à l'époque, mais on l'imaginait permanente. On imaginait plutôt le mouvement réservé au matériel roulant, à la vitesse, au déplacement. Alors, est-ce que les gares, finalement, que vous connaissez beaucoup et qui sont issues du 19e siècle, est-ce que les gares sont vraiment une architecture en mouvement ? Vous le voyez sur cette image, oui. Là, pour cette image, bien sûr. Le 19e siècle, il est pris de frénésie dans la construction, la déconstruction, la démolition, les agrandissements. Ça, ici, c'est une gravure de la gare Saint-Lazare. Pas celle que vous connaissez, mais la gare Saint-Lazare avant celle que vous connaissez. Donc, on n'hésitez pas, vous connaissez les expositions universelles, on n'hésitait pas à détruire, démolir, agrandir. Et finalement, la gare, l'architecture ferroviaire, suivait le mouvement, le rythme du départ et des arrivées des trains, le plan de voie qui change, les grandes gares sont agrandies, les quartiers sont érigés autour. Mais est-ce que nous sommes en train de parler d'un patrimoine ? Petit montage où on voit la gare Saint-Lazare entre aujourd'hui et hier. Vous voyez les différences d'usage qui sont très intéressantes à lire sur l'image. Un patrimoine, en fait, il faut attendre les pertes, les destructions et le travail mémoriel qui va venir, qui va émerger aussi de ce patrimoine industriel pour commencer à désirer conserver l'architecture des gares. Mais pendant tout ce temps, donc là je vous fais une histoire du 19e, 20e, 21e siècle, pendant tout ce temps, la société évolue, les usages, les modes de déplacement, eux, ils bougent sans cesse. Donc la gare, elle n'a pas toujours été considérée comme un patrimoine. Et aujourd'hui, il reste encore parfois difficile de la définir comme telle. Là, je vais citer comment vous considérez la gare, mais entre l'attachement ou le détachement des voyageurs, des habitants, entre les contraintes fortes, très fortes que représente son entretien, on est sur du patrimoine industriel en usage en plein cœur de territoire, ville, village, voilà. Sa connaissance par un inventaire patrimonial qui est encore à faire, vous allez le voir et vous le voyez, la notion de patrimoine est déjà elle-même mouvante. Et pourtant, sa conservation et sa valorisation aujourd'hui sont dues à un travail collectif, aux voyageurs, aux habitants, aux décideurs, aux maîtrises d'ouvrage, à la direction régionale des affaires culturelles aussi, qu'on est sur des monuments historiques ou du patrimoine protégé, à la région, aux mainteneurs, aux architectes, urbanistes, ingénieurs, vous voyez, toute une myriade d'acteurs qui montrent que la conservation de ces gares est faite de 1000 contraintes, 1000 exigences et 1000 envies. Beaucoup de grandes gares sont des monuments historiques, mais je le répète, la particularité de ce patrimoine, c'est qu'il est très difficile d'intervenir en exploitation ferroviaire. Ça, il faut qu'on ait tous, qu'on partage tous ça en tête, c'est des trains qui circulent en plein cœur de la ville, par exemple. Eh bien, c'est une contrainte qui est quand même
unique sur un patrimoine qui peut être monument historique. Et à quoi s'ajoute une obligation de s'adapter constante, comme nous le verrons avec Fabienne et Émilie. Donc nous vous proposons dans cette discussion pour nous d'essayer de comprendre l'envers du décor de ce patrimoine et de ces gares en mouvement. Un patrimoine en mouvement qui est parfois protégé, parfois non, comme nous le verrons avec Nicolas, et aussi selon quelle doctrine patrimoniale. C'est bien un patrimoine qui est fait de mouvement. Vous voyez la ville fourmillante autour de la gare du Nord, ici sur ce très beau dessin de Philippe Gervais. Et donc, c'est un mouvement qui est celui de la pensée, celui des méthodes, celui des savoir-faire, de l'artisanat, dans des petits chantiers ou des chantiers de grande ampleur, comme nous l'illustreront Alexandrina et Alvini. Donc, capter ce mouvement, voilà, ce que je vous propose, nous permettra de comprendre et de nous questionner sur les enjeux et défis de ce patrimoine. Je vais maintenant passer la parole à Émilie. Bonjour. Oui, super. Bonsoir à toutes et tous et donc ravi de vous recevoir chez AREP en l'honneur de ces journées du patrimoine, donc à deux voix avec Fabienne. Nous allons vous présenter comment en fait aujourd'hui nous faisons projet autour de ces gares pour en poursuivre l'histoire. Donc à l'origine de la gare était le besoin d'embarquer. C'est évident, bien sûr, mais ça vaut la peine de le souligner. À l'origine de la gare était l'embarcadère. Et donc, Véronique vous montrait tout à l'heure, vous illustrez son propos avec cette première ligne Paris-Saint-Germain, qui fait partie en effet des premières lignes de chemin de fer en France. Et donc, on voit ici l'embarcadère à Paris, qui se situait juste en contrebas de la place de l'Europe, et qui s'appelait d'ailleurs l'embarcadère Saint-Germain, et qui permettait donc d'accéder à ce train qui emmenait de Paris à Saint-Germain. Donc évidemment, ce site, il a beaucoup évolué. Il a évolué avec, alors le contraste n'est pas fou là, si vous voyez mieux vous. Il a évolué avec l'arrivée de nouvelles lignes, en fait, avec l'élargissement du plateau ferroviaire, avec de nouvelles liaisons qui se sont ajoutées dans le temps. Et Véronique vous montrait comment, en fait, ce site s'est très largement transformé, parfois avec le mode de la tabula rasa, pour s'adapter à ces nouveaux usages. Et puis, c'est devenu aujourd'hui en fait un îlot urbain à forte qualité patrimoniale dans un site évidemment très dense. Et donc, on a ici une vue de cette gare Saint-Lazare aujourd'hui. Donc, on reconnaît ici la gare d'Armand et Flachat, dans laquelle existaient depuis longtemps des commerces, mais qui a fait l'objet d'une intervention lourde dans cet espace transversal. Et on lit en fait ici de suite la continuité de cette histoire, la continuité des différentes strates historiques avec lesquelles on travaille. Donc, c'était l'occasion évidemment de rénover la couverture avec ces qualités du patrimoine 19e. Avec des espaces nouveaux, mieux adaptés. Et alors surtout, on peut retrouver en fait dans la permanence du travail un certain nombre d'enjeux. Et je trouvais que cette image illustrait bien l'enjeu de lisibilité des espaces. En fait, c'était une évidence avec l'embarcadère que je vous montrais pour commencer. En fait, on arrivait et tout de suite, on comprenait bien comment arriver, prendre son train, monter à bord. Et bien, cet enjeu-là, il se trouve aujourd'hui encore présent, majeur quand on fait projet. Comment dans une gare, on s'oriente et on comprend quelles sont les connexions, où est le plateau de voie, où sont les trains, vers où me diriger quand j'arrive pour poursuivre mon voyage. Donc effectivement, ce travail qui a été fait sur la gare Saint-Lazare améliore finalement cette lisibilité. On avait des niveaux qui sont devenus mezzanines, et ces trémies en fait ont amélioré finalement la lisibilité des espaces. Donc
travailler dans le temps, travailler avec la sédimentation de différentes couches historiques. C'est un travail que je trouvais bien illustré par cette image. Donc, on est cette fois-ci en gare de Paris-Nord, où on reconnaît au fond la halle historique, la halle dite Hittorf, donc patrimoine du 19e siècle. Et puis on a eu ce site en héritage et on a eu l'opportunité au sein d'AREP d'intervenir dessus et d'intervenir à plus de 20 ans d'écart. Et donc, ce patrimoine de halles industrielles s'est trouvé réinterprété de deux façons différentes. Donc, on voit sur la gauche une halle qui a été construite dans les années 2000 et puis une addition plus récente devant, qui est en fait une halle à vélo, mais qui a repris cette typologie de la grande halle pour s'inscrire dans l'histoire du site. Et on verra que la réinterprétation, d'ailleurs, évidemment, à chaque époque, eh bien, absorbe, intègre les enjeux du moment. Je passe vite, j'y reviendrai. Donc, ce patrimoine qu'on a en héritage, c'est un patrimoine évidemment structurant pour la ville. Donc, on est ici à la gare des Invalides, où on voit cette juxtaposition entre différentes grammaires, mais qui préexistaient en réalité dès l'ouverture de cette gare. Et donc, voilà, ce petit clin d'œil pour vous montrer comment ces infrastructures, elles font la ville, en fait. Elles sont vraiment intégrées à cette histoire plus large que celle de la gare, évidemment. Donc, cette gare des Invalides, eh bien, a permis en fait de créer aussi un sol qui reste une matière de travail aujourd'hui. Donc, je reviens. Parfois, ces interventions, elles peuvent être, notre travail en fait de faire projet dans ces espaces sont parfois des interventions très subtiles quand il s'agit eh bien de restaurer un état de référence alors à définir. Je sais que c'est tout un sujet quand on mène un travail patrimonial. Donc voilà, ici sur cette gare de Tourcoing, le travail qui a été fait par l'équipe a visé à restaurer un état. Et donc, finalement, l'intervention se lie assez peu. Elle est évidemment fondamentale pour poursuivre l'histoire du lieu, mais elle ne se lie pas de manière évidente. Et puis, parfois, eh bien, l'intervention suppose évidemment d'avoir une approche un peu plus radicale qui va amener à vraiment transformer les lieux. Et donc, on peut évidemment travailler la juxtaposition, le lien dans la juxtaposition entre des ordres différents, des grammaires différentes, et donc qui permettent de lire immédiatement des époques différentes. Donc, on est ici en gare de Marseille-Saint-Charles. Vous voyez donc évidemment à droite le bâtiment historique qui est donc repris dans cette image d'archive. Et puis au centre, la halle Honora, qui a été construite dans les années 2000 également, et qui reprend ce vocabulaire minéral. Donc, vous voyez des colonnes en pierre, mais dans un registre évidemment tout à fait nouveau. Alors, ici, je trouve intéressant de mentionner aussi la gare de Saint-Michel-Notre-Dame, sur laquelle nous sommes intervenus il y a 2 ans. On continue d'y intervenir, évidemment, au fil de l'eau. Ça, c'est aussi quelque chose qui caractérise l'intervention sur les gares. Mais donc, avec un projet d'ampleur en 2022-2023. Et donc, cette gare de Saint-Michel, quand on est intervenu dessus, évidemment, il fallait prendre en compte tous les enjeux du site, et en particulier, finalement, les faits historiques marquants qu'on peut retrouver et auxquels donner un sens différent par le projet. Donc ici, en fait, cette gare présentait des ouvertures précédemment obturées, probablement en lien avec la crue de 1910 qui avait évidemment marqué les esprits partout dans Paris, mais qui avait amené en fait à inonder le plateau de voies du RERC. Donc là, on est en fait vraiment sur les berges et on donne sur les voies du RERC. Et le projet donc
le projet livré, visait d'origine à améliorer les qualités d'ambiance de cet espace, et par le travail pluridisciplinaire, on a été amené à permettre à la lumière de rentrer à nouveau en ramenant la transparence sur ces baies qui étaient évidemment transparentes à l'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que en faisant un projet, on a l'opportunité parfois de redonner à voir ces traces de l'histoire, la sédimentation de ces couches. Et donc, en particulier, dans la gare d'origine, se présentait tout un décor assez riche que vous voyez ici, et en particulier un matériau assez particulier qui est l'opaline. Donc c'est ce qu'on voit en blanc en fait sur la partie supérieure des arches, et qui en fait resté présent, avait été caché, masqué par des interventions ultérieures, et qu'on a retrouvé dans le curage. Et donc finalement, il était décidé, en les voyant réapparaître, eh bien de les conserver et de les laisser avoir. Donc pardon, je n'ai pas la photo telle qu'on les voit aujourd'hui, mais ça n'est que partiel, et on a assumé finalement cette trace subtile dans sa fragilité dans le projet. Merci, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous parler de l'architecture du mouvement. À chaque fois, l'histoire et le patrimoine informent et guident notre travail, tant au moment de la conception que de la réalisation, évidemment. Et c'est l'histoire et la géographie qui nourrissent les solutions que nous apportons à l'usage et au fonctionnement des gares. Nos projets composent avec l'existant. Moi, 95% des projets sur lesquels je travaille en tant qu'architecte de Gares & Connexions avec les équipes d'AREP, en particulier les équipes de conception-réalisation d'Émilie. Donc, ce sont des bâtiments existants pour la plupart, et puis toujours en site exploité, ça aussi. Donc, contraintes supplémentaires, ferroviaires, mais aussi les gens qui sont au milieu de tout ça. Et évidemment, un patrimoine pour la plupart, en tout cas à haute valeur ajoutée, donc quelques bâtiments inscrits au titre des MH, mais aussi souvent, très souvent, on va dire, dans un centre urbain, donc dans un périmètre de protection. Pardon, je m'étrangle. Donc, quand je décris mon travail, moi, j'aime bien dire que la matière première, c'est le patrimoine et c'est aussi les flux. Et le patrimoine, c'est le patrimoine de Gares & Connexions, donc c'est essentiellement un patrimoine ferroviaire, hein, donc des gares, pour la majorité qui ont plus d'une centaine d'années. Et c'est un patrimoine que nous devons faire évoluer pour prolonger son existence. Et c'est ça le moteur de notre travail. Donc, sur... j'ai oublié de changer les images. Pardon. Voilà. Ici, vous connaissez tous sans doute la gare de Lyon. Et là, c'est pour parler justement aussi des flux. Ici, on voit la foule qui se répartit sur ce quai transversal de la gare de Lyon qu'on a rénové, qu'on a agrandi et qu'on a multiplié par 4 en 2011. On voit ces grandes halles qui sont venues compléter celles de 1927. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le hall 2, gare de Lyon. Et aussi d'autres grandes halles voyageurs qui datent. On n'entend pas? C'est peut-être qu'il n'est pas assez collé. Vous m'entendez? On essaie de le changer. C'est mieux là? Bon, alors si c'est mieux, je continue. Donc, on a multiplié par 4 ce hall dans les travaux qu'on a réalisés. Et pour autant, aujourd'hui, on est déjà par moment à saturation. Pas toujours, mais nous devons anticiper, à nouveau réfléchir à son augmentation. Est-ce qu'on voit finalement, effectivement, ce sont bien les flux qui conditionnent généralement ces transformations de gare. C'est pour ça que je vous disais, il y a ces deux sujets, ces deux sources et ces deux éléments fondamentaux dans le travail qui sont le patrimoine et les flux. J'ai ensuite une image assez intéressante qui a été faite par l'équipe de chercheurs d'AREP, qui représente la gare de l'Est. Alors, ce qui est très intéressant ici, un petit peu comme quand Émilie montrait tout à l'heure l'évolution de la gare Saint-Lazare, c'est mettre en regard l'évolution des flux et les emprises ferroviaires et bâtimentaires. Donc, vous avez la gare de l'Est ici, et ce qu'on voit, c'est que par rapport au bâtiment d'origine, donc
qui date de 1855, avec ces 2 voies qui venaient au cœur de la gare. Il y a eu différentes transformations. Et vous avez donc dans les années 30, donc 1931, 26 millions de voyageurs. Donc on est passé de 530 000 voyageurs à 26 millions de voyageurs et un élargissement conséquent du plateau ferroviaire. Et dans les années 30, donc l'extension du plateau ferroviaire s'arrête, on va dire l'aménagement urbain, le réseau viaire autour ne permet plus cette extension. En tout cas, les transformations s'arrêtent. On a passé l'époque Haussmann et on va continuer à faire évoluer les flux. Enfin, en tout cas, les flux vont continuer à évoluer. On est passé à 43 millions, donc c'est un petit peu étourdissant. 530 000, 43 millions. Donc, on a presque fait 90 fois plus de voyageurs avec en tout cas 2 fois plus de voyageurs qu'en 31, alors que le bâtiment est toujours dans son emprise d'origine. Et donc, pourquoi c'est possible? Alors, évidemment, parce que le trafic ferroviaire est plus dense, voilà, le matériel roulant a changé, mais nos pratiques de la mobilité également ont changé, puisque on ne voyage plus aujourd'hui comme on voyageait avant. Donc, on arrive, on débarque justement, pour reprendre le terme utilisé tout à l'heure par Émilie, on débarque et on embarque beaucoup plus rapidement qu'on ne le faisait dans les années 30 avec les nombreux bagages. Voilà, donc la gare de l'Est, dans son approche, dans sa double approche flux et emprise. Alors, un petit pas de côté, justement, pour faire écho à ces transformations. Donc, soit la transformation, elle se fait de façon extrêmement intégrée. Donc, dans les années 30, on triple la façade de la gare. Et pour autant, elle garde son écriture du 19e siècle, très régulière. Donc, on ne voit pas, quand on la regarde comme ça, au premier coup d'œil, que en fait, c'est une gare qui est très art déco, la gare de l'Est. Et par contre, vous découvrez à l'intérieur on va dire, des codes, un vocabulaire années 30 qui est très visible par endroits, à la fois dans les ornementations, mais aussi dans les systèmes constructifs, bien évidemment, avec notamment l'utilisation du béton. Et vous avez ici d'ailleurs un chantier qu'on a terminé avec les équipes conception, réalisation et patrimoine juste avant les Jeux Olympiques, qui est donc le remplacement des verrières. Alors, on n'a pas remplacé les magnifiques verrières en pavé de verre, elles étaient parties depuis longtemps, rassurez-vous. Donc, il y avait par contre des skydomes en fin de vie, voilà, donc en polycarbonate. Et on a donc transformé. Donc ça a été un travail. Donc c'est un peu comme Gare de Lyon, voilà, c'est réinterpréter l'élément historique disparu, non pas dans une copie et une restitution, mais dans une réécriture. Évidemment, un travail suivi et fait avec la DRAC, la Direction des Affaires culturelles. Nous avons ici un autre type de transformation, toujours très lié au flux, alors qui parfois commence par une disparition. Versailles Chantier, puisque André Ventre, quand il modifie la gare dans les années 30, quand il refait la gare, il commence par raser la précédente. Donc, il crée ce bâtiment que nous avons transformé plusieurs années après. Alors, donc, nous avons transformé en 2015 et créé toute la galerie longitudinale qu'on voit sur le haut du dessin avec une seconde passerelle, toujours pour un sujet flux, une énorme, on va dire, évolution du trafic ferroviaire. Et on va à nouveau devoir la transformer avec l'arrivée de la gare du Grand Paris, donc du Grand Paris Express, la ligne 18 qui est en bas du dessin. Et on va devoir créer toutes les parties en bleu, c'est-à-dire une nouvelle passerelle, une passerelle redimensionnée, une grande galerie et de nouvelles circulations verticales dans le bâtiment historique d'André Ventre, qui est inscrit au titre des monuments historiques, et également dans la seconde passerelle qui avait donc été créée pour rétablir et remettre, on va dire, cette passerelle plus proche du barycentre des quais, puisqu'ils sont très excentrés à Versailles Chantier. Ça aussi, c'est des contraintes dans lesquelles nous sommes obligés de travailler. Voilà, donc on avait fait cette première transformation avec la création de cette grande galerie extérieure. Donc on voit le bâtiment d'André Ventre et son extension. Et puis, ça, c'est une image du projet qu'on va réaliser, dont le chantier va démarrer sous peu, avec la refonte de cette passerelle, donc le redimensionnement de la passerelle et une galerie de liaison qui vient le long du bâtiment historique. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que souvent, ces gros travaux d'adaptation au flux, c'est aussi de belles occasions de restaurer le patrimoine. Donc, à cette occasion, on va remettre en état les façades de ce qu'on appelle le poste d'aiguillage, donc la tour
la cheminée presque de la machine à vapeur telle que l'avait conçue André Ventre, mais on va également restituer une partie de la voûte en pavé de verre. Voilà, donc je voulais vous parler ensuite de la gare Montparnasse. Alors ce qui est assez intéressant, Montparnasse, c'est un peu l'emblème, enfin c'est un manifeste et l'emblème des retrouvailles du train et de la ville. Alors on avait avant la gare que vous connaissez, elle est surtout connue pour l'image justement du train qui se projette sur la ville. C'est pas celle qu'on a repris ici. Et c'est vrai que dans les années 60, elles incarnaient la passion évanouie entre le fer, enfin le chemin de fer et la ville, puisque malgré, on va dire, la qualité du bâtiment, c'est un immense immeuble de bureaux qui venait accueillir la gare, et la gare était complètement masquée. On rentrait dans la gare comme on rentrait dans la boutique à côté. Et dans les années en 90, avec donc le TGV Atlantique, a donné l'opportunité de créer, de remettre en scène la gare sur la ville et de la révéler à nouveau et de donner et de faire ça dans le bâtiment de sa disparition, avec une mise en scène des flux et des circulations verticales. Voilà, et donc on a ainsi rétabli une nouvelle porte ferroviaire sur Paris. Alors les flux sont au cœur de notre travail. On voit ici des simulations dynamiques que l'on fait avec les équipes d'arrêt de flux. Quand on travaille sur une gare, c'est important de tester le fonctionnement au sein de la gare. Donc ça nous permet justement d'identifier, on va dire, les points de blocage, le niveau de fluidité. Et ça, c'est un travail essentiel et c'est un travail qu'on fait sur les projets, c'est-à-dire la situation à terme, mais aussi que l'on fait pour les phases, on va dire, les phases de chantier, parce que là aussi, généralement, pendant les phases de chantier, on dégrade le fonctionnement. Il faut quand même s'assurer que ça se passe très correctement. Voilà, donc pour conclure, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin pour conclure cette partie, pardon, nos mouvements façonnent nos gares. Et je vais ensuite vous parler de la façon dont on les adapte. Donc, il n'y a pas seulement les flux qui nous permettent cette adaptation. Oui, ok, mais c'est tout à fait. Cette adaptation, donc par exemple, là, vous voyez Rennes, justement. Donc, on va adapter. Notre sujet, c'est travailler pour le voyageur et c'est offrir une valeur supplémentaire, plus de bien-être à ceux qui les fréquentent. Ça donne le sens, enfin, tout le sens de notre intervention. C'est ici que s'incarne notre responsabilité devant l'histoire, à la fois passée et future. Donc, vous avez ici, pareil, on en parlait tout à l'heure, Saint-Michel-Notre-Dame, que je voulais juste aborder sur le sens justement du bien-être. La lumière naturelle participe au bien-être et au sentiment de sécurité, qui est aussi un élément essentiel du confort voyageur. Donc, travail simulation thermique, simulation dynamique justement sur la qualité de l'air qui ont été faites aussi à cette occasion. Le confort, c'est aussi le confort acoustique, avec aussi deux approches possibles. Vous avez Versailles Chantier, encore une fois à gauche, avec un traitement acoustique très visible qui vient reprendre, on va dire, l'emplacement, un peu les codes, on va dire, de la verrière en pavé de verre d'origine. Et à droite, au contraire, un traitement acoustique qui disparaît, qui est obtenu juste par une surépaisseur d'enduit acoustique à l'intérieur des grands caissons moulurés. On travaille aussi, on essaye on va dire, d'anticiper le réchauffement dans nos gares, donc de regarder et de hiérarchiser où vont être les zones de problème, où les apports solaires sont les plus nombreux, notamment dans les grandes halles, et comment traiter en priorité avant une restauration. Ça aussi, c'est un élément important. Je n'avais pas prévu de vous parler de Javel, donc je les avais masqués. Donc, je vais aller directement sur la gare d'Histoire et je terminerai sur ces deux images. Le bien-être du voyageur, hein, l'adaptation de nos gares pour le bien-être du voyageur, c'est une fluidité d'espace, c'est le piéton au centre, donc des espaces piétons, mode doux au cœur de nos gares. Ici, c'est l'exemple d'Histoire et un des éléments importants était le lien ville-ville qui était accessible par un souterrain. Donc là, le sol se déforme finalement pour aller, vous le voyez, sous le... On a le pointage? Ouais. Sous l'élément en vert, la partie centrale. Donc ça, c'est important. On amène de la lumière naturelle, on raccourcit aussi la perception de ce souterrain. Donc, on facilite l'usage du voyageur et du riverain aussi, évidemment, et on vient végétaliser les gares. Justement pour amener plus de confort et ramener des îlots de fraîcheur sur les parvis.
Et je terminerai là donc sur cette dernière image d'Avignon pour vous dire que les gares, elles représentent les portes d'entrée de la mobilité durable, hein, et que notre patrimoine, évidemment, on peut le prendre aussi sous l'angle de ce patrimoine, de tout ce qui a duré est durable. Donc, c'est ça aussi le sens de travailler sur nos gares historiques. Je vais passer la parole à Émilie pour la fin. Voilà. Et donc, pour terminer, quand on parle de projeter un patrimoine dans les enjeux du siècle, donc Fabienne parlait d'adaptation, et donc évidemment le deuxième pilier est celui de l'atténuation. Comment est-ce qu'on envisage aujourd'hui nos pratiques à l'aune de cette responsabilité? Donc, ces gares, en fait, évidemment, elles ont été conçues avec les techniques de leur époque, et s'est développée à ces époques-là une grammaire architecturale qui correspondait finalement à l'émergence de ces techniques. Donc, vous reconnaissez évidemment ici celle du fer pudelé, qui a permis de créer des grandes portées, donc comme celle de la gare de Paris-Austerlitz. Et puis Fabienne le mentionnait, autre grammaire architecturale, celle du béton armé, qui s'est développée plutôt donc au début du XXe siècle. Et donc là, en gare de Paris-Est, qu'on retrouve dans un archétype du béton armé qui est celui de la voûte nervurée, et dans laquelle on a eu l'opportunité donc d'inclure des pavés de verre qui permettent d'apporter de la lumière naturelle. Et donc, finalement, la question, c'est comment est-ce qu'on fait projet? Quelle est la grammaire qu'on souhaite introduire aujourd'hui dans nos projets pour continuer à poursuivre cette histoire patrimoniale? Donc, évidemment, la question de l'emploi des matériaux dits biosourcés, donc tout ce qui est bois dérivé, d'origine donc végétale, c'est une question importante, et c'est un levier qu'on va retrouver dans de nombreux projets qu'on développe aujourd'hui. Donc, par exemple, celui de la gare de Paris-Lyon. Donc, avec ce projet qui prend place qu'on appelle donc côté Seine, donc qui prend place sur la rue de Bercy, qui va requalifier l'entrée de la gare, à permettre de valoriser un certain nombre d'espaces. Et donc, on voit comment on travaille avec ce nouveau matériau qui s'insinue dans une ville minérale, mais on l'a vu, ce minéral évidemment se fracture, se fissure aussi avec les enjeux de végétalisation, et donc un nouveau dialogue s'instaure avec l'existant. Évidemment, ce bois, on le retrouve dans d'autres mises en œuvre. Donc ici, je reviens sur la gare de Paris-Nord et cette halle vélo qui reprend, vous le reconnaissez, la typologie de la halle, en reprenant l'angle d'ailleurs précis des halles que je vous montrais autour, mais voilà, qui est développé avec un matériau différent, donc le bois, dans une structure mixte évidemment, acier-bois, et sur laquelle d'ailleurs on a eu l'opportunité de placer des panneaux photovoltaïques. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le travail avec le patrimoine, il se fait un peu dans deux sens, parce que quand on regarde finalement de quoi sont composés nos projets, voilà, cette image-là vous montre finalement quels sont les matériaux utilisés, et plus le flux est épais et plus la quantité est grande. Et puis, ce que vous voyez probablement, voilà, c'est que donc voilà, la structure bois finalement, c'est léger, hein. Donc il peut y avoir du volume, mais en poids ça fait moins. Donc il y a structure acier. Puis en fait les fondations, elles sont en béton, et c'est quand même une part importante de la composition de l'étiquette globale de ce projet. Et les fondations, c'est un sujet d'intérêt tout particulier. Et là, le patrimoine, peut-être nous donne quelques indices d'alternatives. Comment concevoir aujourd'hui des fondations qui se passeraient de béton? Alors, réflexion un poil prospective, puisque les normes et réglementations sont assez précises là-dessus, mais néanmoins, on a construit avec des fondations maçonnées en pierre, hein, c'était le cas de la plupart des bâtiments historiques que vous avez vus. On a construit aussi avec des pieux bois battus, et aujourd'hui, ces techniques en fait sont retrouvées, réinventées, réintégrées petit à petit à nos process de conception. Voilà, donc dernier point dans la question de l'atténuation, il y a bien sûr donc inclure des dispositifs de production d'énergie renouvelable autant que l'opportunité se présente. Et donc, quand on restaure des grandes halles,
Ces halles, en fait, ce sont des grandes surfaces, souvent sans masque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre portée par d'autres bâtiments autour. Et donc, ce sont évidemment des surfaces particulièrement intéressantes pour déployer des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est ce qu'on a eu l'opportunité de faire sur la gare d'Angoulême. Donc, voilà, il s'agissait de restaurer cette grande halle voyageurs. Et finalement, eh bien, elle est devenue productive par le remplacement des parties qui étaient translucides par des panneaux photovoltaïques qui le sont aussi. Et d'ailleurs, les cellules photovoltaïques amènent une sérigraphie, un ombrage qui est bienvenu pour le confort climatique des lieux. Donc c'est quelque part un peu un premier de série et on espère bien pouvoir déployer ce dispositif-là sur d'autres grandes halles voyageurs. Voilà. Merci beaucoup, Émilie, Fabienne. Merci. Allô, allô, oui. Et donc, après avoir entendu donc, la voix des architectes et derrière aussi tous les ingénieurs et autres spécialistes qui travaillent sur ces gares, je donne la parole à Nicolas Pierrot, conservateur en chef du patrimoine à la région Île-de-France, qui va nous donner d'autres points de vue, j'imagine. Merci beaucoup. 1, 2, ça marche? Vous m'entendez? Ici, comme ça? Non, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Je n'ai pas le retour, c'est drôle. 1, 2, c'est bon? Ah là c'est mieux. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je crois que j'ai été invité pour jouer le rôle de l'historien, je crois, de l'historien de service. En tout cas, je vous propose de considérer avec un autre regard le même corpus, celui d'un type spécifique de professionnel du patrimoine, celui que les architectes appellent souvent l'historien. Et c'est tout, pas l'historien d'art, mais l'historien. Un historien d'un type particulier, puisqu'engagé dans une recherche-action au service du patrimoine, nous avons plusieurs métiers qui recouvrent cette appellation d'historien quand on est dans le champ de la sauvegarde. Il y a le recenseur des monuments historiques, il y a le conservateur des monuments historiques, il y a parfois le conservateur de musées ou d'archives sollicité dans une commission dédiée au jugement sur le patrimoine. Et puis, il y a le conservateur de l'inventaire général, en charge de cette belle mission de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, créé par André Malraux en 1964, avant même la protection de la première gare en Île-de-France, puisque la première était la gare d'Orsay. J'en reparlerai. Je serai accompagné dans cette présentation par les photographes de l'inventaire général, en particulier Stéphane Asseline, qui réalise actuellement une campagne complète de l'ensemble des gares labellisées patrimoine d'intérêt régional par la région et des grandes gares parisiennes. Alors, je commencerai par une citation très optimiste et très positive de mon collègue Paul Smith, grand historien du patrimoine industriel et du patrimoine des chemins de fer, qui, dans un numéro anniversaire de 2015 sur 40 ans de patrimoine industriel en France, en contrepoint d'un tableau assez mitigé sur l'état de notre patrimoine industriel, dressait un portrait très positif de l'état de notre patrimoine ferroviaire. Le patrimoine français des chemins de fer est assez bien étudié et paraît assez bien conservé et mis en valeur. En très grande partie, il s'agit d'ailleurs d'un patrimoine encore en usage qui, si l'on compte les voyageurs comme visiteurs, est l'une des attractions patrimoniales les plus visitées au monde. 450 000 passagers fréquentent Paris-Saint-Lazare chaque jour. Le gestionnaire de cet héritage, la SNCF, récemment rassemblée dans un groupe unique, s'est rendu compte depuis de nombreuses années que sa clientèle apprécie les lieux ferroviaires historiques et que la réhabilitation et le bon entretien de ces bâtiments voyageurs patrimoniaux contribuent positivement à son image de marque. Quelques gares contemporaines, dessinées par l'architecte Jean-Marie Dutilleul et autres, pour les nouvelles lignes à grande vitesse, contribuent également à cette image et seront sans doute reconnues en tant que patrimoine d'ici une génération ou deux. Et nous avons anticipé un peu en labellisant la gare de la Plaine Stade de France. Alors, c'est comme ça. Voilà, le patrimoine le plus visité au monde. Photo de Stéphane Asseline au moment du rush, du départ banlieue, me semble-t-il. Non, même pas.
Non, non, dans grande ligne, pardon. Nous allons parler beaucoup des bâtiments voyageurs. C'est souvent ce qui retient l'attention lorsqu'il est question de patrimoine ferroviaire. Mais avant de commencer, je souhaiterais rappeler qu'il existe d'autres types de patrimoine ferroviaire que nous allons être amenés à intégrer, nous l'espérons, dans un inventaire général du patrimoine ferroviaire d'Île-de-France dans 1 ou 2 ans, je l'espère. Bien sûr, les viaducs ferroviaires, très fréquentés, très visités. Bien sûr, les postes qui ont fait l'objet d'une très belle étude de Rail et Histoire, et dont l'un d'entre eux, sans doute le plus célèbre, celui de Lyon 1, sera ouvert à la visite à l'occasion des Journées du patrimoine. Un poste double à peu près similaire ici à la gare de Lyon. Cette dimension nous permet d'étudier une autre forme de patrimoine, le patrimoine technique, le patrimoine immatériel et les gestes du travail qui doivent intégrer de plein droit la question du patrimoine ferroviaire. Je pense aussi aux dépôts, au technicentre, ici à Villeneuve-Saint-Georges, qui pourront également donner lieu à de très beaux portraits d'ouvriers ou d'agents au travail, de machines relevant également du patrimoine technique et, nous l'espérons, de portraits de groupes et individuels des salariés. Voilà, ça c'est la pub pour Île-de-France Mobilité gratuite aujourd'hui. Alors on ne voit pas le contour de notre... Ah voilà. Voici les 45 gares qui ont été cartographiées par AREP et qui sont protégées au titre des monuments historiques. Là, il ne s'agit que des bâtiments voyageurs. Mais voilà, ça paraît peu comme ça. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire le calcul, mais je promets de le faire. Il semblerait quand même que, considérant la fréquentation de ces gares, les monuments historiques soient sans doute les gares les plus fréquentées de France. Il faudra vraiment affiner la question, mais ça me paraît être une hypothèse très intéressante. On fera le calcul. Voilà. Bien sûr, on songe à nos gares les plus prestigieuses, celles qui présentent une architecture exemplaire. Je passe très très vite. Voilà, qui donne lieu. Alors là, c'est surtout pour présenter le travail de Stéphane Asseline que je montre là. Il travaille à la Chambre. Donc en fait, ça vous fait des verticales et une photographie très spectaculaire qui est digne des volumes de nos gares historiques. Mais nos grandes gares parisiennes le niveau de protection de nos gares parisiennes ne couvrent pas, enfin les protections légales au titre des monuments historiques sont bien loin de couvrir l'ensemble de notre patrimoine du quotidien, celui de nos gares, stations et haltes de banlieue. Paris-Est, Saint-Lazare, gare de Lyon, la gare de Sterlis, il manque évidemment la gare d'Orsay, ont été protégées à partir du début des années 70, au même moment que les premiers éléments du patrimoine industriel, effectivement, même si en France, on a tendance à séparer les deux champs, ce qui n'est absolument pas le cas en Angleterre, puisque le patrimoine industriel pour les Britanniques, c'est le ferroviaire et le patrimoine du génie civil également. En France, on a tendance à séparer les usines du ferroviaire. Et pourtant, dans l'histoire de la patrimonialisation de ces édifices du 19e et du 20e siècle, on retrouve une contemporanéité de la prise de conscience, avec un point de départ qui est quand même la gare d'Orsay, transformée en musée, et les autres suivront. Mais qu'en est-il de nos petites gares de banlieue? Eh bien, ce seront les collègues de la SNCF qui devront trancher. Je leur pose la question, est-ce parce que les contraintes liées à la protection sont trop lourdes pour la solliciter, ou est-ce que l'administration des monuments historiques s'est toujours détournée de ce patrimoine plus modeste? Mes collègues des monuments historiques précisant toujours que la protection, c'est la cerise sur un immense gâteau. Est-ce que nos gares de proximité font-elles partie de la crème et pas de la décoration, voilà, de ce qu'il y a de plus beau dans notre patrimoine? Alors, évidemment, une collectivité territoriale comme la région Île-de-France ne peut pas avoir ce même point de vue. Elle laisse à l'État
la charge des protections de rang national, classé, de rang régional inscrit, et nous voulons considérer un patrimoine qui passe en dessous des radars, et c'est la raison pour laquelle en 2017, la région a créé le label patrimoine d'intérêt régional. Alors, comment le présenter? En donnant également une liste, mais surtout en citant le petit texte en introduction rédigé par Marie-Noël Polino sous la signature de son directeur des gares d'Île-de-France, je crois. La reconnaissance de ce patrimoine par le label patrimoine d'intérêt régional, c'est l'acte de candidature, est une occasion privilégiée de faire entrer le patrimoine industriel ferroviaire à travers les gares dans le patrimoine de l'Île-de-France dont il a historiquement structuré le territoire. Patrimoine sériel, patrimoine quotidien, lié au trajet entre domicile et travail, les gares d'Île-de-France sont les points d'entrée dans un réseau qui maille et innerve des paysages, des villes et des quartiers. Elles sont aussi les portes qui ouvrent vers la découverte de la région Île-de-France par le tourisme. Au même titre que les lavoirs, donc, que les petites églises non protégées, voici les gares qui entrent en masse grâce à une collaboration avec AREP. Aujourd'hui, 25, dont 21 propriétés de la SNCF, donc, qui entrent dans la famille du label patrimoine d'intérêt régional. Que permet ce label? Il permet une distinction, il permet d'agir là où il y a la volonté d'agir, de faire connaître son patrimoine, mais il n'entraîne pas de contraintes, sauf en cas de travaux, l'intégration à l'équipe projet d'architectes du patrimoine. Il y en a une foule réunie ici, donc c'est parfait, qui ont fait Chaillot. Et donc, pour la validation pro, on est sur du lourd, voilà, ce qui n'est pas le cas pour d'autres projets. Effectivement, je boirais bien un petit verre d'eau parce que donc l'ambition est modeste et pourtant, ce que je tenais à souligner aujourd'hui, c'est qu'en commençant à travailler, en faisant l'inventaire, en fait, on trouve des véritables pépites qui, un jour, il me semble-t-il, seront susceptibles d'être protégés au titre des monuments historiques. Et pour beaucoup de nos autres labels, on est déjà dans ce cas-là. C'est-à-dire des collègues qui, je vous donne un exemple, si vous voulez aller visiter ça demain, le cône anti-aérien, l'abri anti-aérien conique de Villenoy, qui est unique en France. Eh bien, les monuments historiques, bon, non, ça ne nous intéresse pas. On le labellise, il remporte le concours d'Artagnan, il passe en protection pour une inscription et il est classé maintenant, le cône anti-aérien. Parce que, voilà, dans une usine, on construit un cône en béton, on l'aménage entièrement à l'intérieur pour se calfeutrer en cas d'attaque. On imagine des conduits, je raconte ma vie pendant que... on imagine des conduits pour aller chercher l'air au-dessus de la nappe de gaz, etc. C'est un truc absolument inouï sur un modèle allemand. Et je pense que pour certaines de nos gares que je vais vous présenter maintenant, on ira aussi à des protecteurs, des protections. Alors voici la liste. Il doit bien y avoir des franciliens qui vont reconnaître leur gare. C'est juste pour le plaisir. Bougival, Versailles rive droite, Vilaine-sur-Seine, Puteaux, Sèvres rive gauche, La Plaine Stade de France, Épinay-Villetaneuse, Godillot à Saint-Ouen, qui n'est pas SNCF, Saint-Leu-la-Forêt, Pont-Cardinet, que je vais vous montrer tout à l'heure, Gare de Javel, Boulainvilliers, Vertorcy, Versailles-Château, rive gauche, bien sûr, Chaville-Vélizy, Brétigny-sur-Orge, Vanves-Malakoff de Jean Philippot, sans doute l'une de mes préférées, de 1933, qui pourrait être protégée, celle-là, semble-t-il. Enfin, voilà. Meudon-Val-Fleury, Saint-Denis, monumental, Pantin, pareil, très monumental, Épinay-sur-Seine, un chef-d'œuvre de Clément Ligny,
Auvers-sur-Oise, également de Clément Ligny, et Nogent-Bastille pour d'autres raisons. Quels sont nos critères? Parce que c'est là-dessus qu'on m'avait interrogé. Alors d'abord, le critère historique. Nous sommes en effet capables de labelliser ceci. Il s'agit, ça a été un peu litigieux, je ne vous le cache pas. Il s'agit de la gare de Nogent-Bastille, qui faisait l'objet à l'époque d'un projet de médiathèque, donc ça sollicite un petit peu la fibre aménageuse de nos élus territoriaux, et qui s'est avéré être construite dès 1859. C'est extrêmement tôt, parce que la première c'est 1839, la plus ancienne en Île-de-France, la plus ancienne en France, que je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est la seule gare qui subsiste de la ligne Nogent-Bastille, qui desservait la banlieue Est, et les guinguettes, etc. etc. Donc c'est tout le discours, c'est toute l'histoire qu'on se raconte aussi sur le patrimoine qui intervient ici au bénéfice de cette jolie petite gare. Idem pour la gare de Mandres-les-Roses, que je n'ai pas mise ici, qui est également labellisée depuis moins de temps. Je ne me souviens plus de la date, excusez-moi. Ensuite, voilà pour l'intérêt historique. Ensuite, la seconde case à cocher. Alors, plus on a de cases cochées, plus on monte dans la hiérarchie patrimoniale. C'est un jeu facile, en fait. Hein, le boulot, il est facile. On note les cases et puis on dit c'est bien, c'est pas bien. Alors là, c'est l'intérêt typologique. Alors, je vais d'abord parler de l'intérêt typologique. Alors, on a de la chance en Île-de-France, on a plein de types. On a les gares sur tranchée ferroviaire, voilà, ici à Meudon. On a les gares sur talus, ici à Chaville-Vélizy. Donc, on est obligé de lui créer, c'est le même architecte, on est obligé de lui créer un soubassement. On a les gares ponts, ici la gare des Coteaux, sur la ligne des Moulineaux. La fantastique gare de Javel, qui doit être classée, celle-là, même pas inscrite. Voilà, j'utilise des idées hein, pour les futures candidatures déposées par AREP. Et il y a aussi les gares viaducs. Alors ça, c'est la géniale gare de la plaine Stade de France, qui love la voie ferrée et offre une vue plus urbaine ici côté ville et une vue très élargie, une structure très élargie du côté du Stade de France pour laisser passer évidemment le public. Et entre les deux, un gigantesque puits de lumière qui permet d'éclairer les circulations. C'est une très belle conception qui a donc valu à son auteur, un illustre inconnu, Jean-Marie Dutilleul, d'être labellisé de son vivant, ce qui nous a posé un petit problème. Nos élus n'étaient pas trop d'accord, mais c'est vraiment face à la qualité de la gare, c'est passé. Voilà pour quelques exemples, quelques types de gares. Essentiellement, alors je ne vous ai pas parlé de la classe A, classe B, classe C. J'ai plutôt parlé de la position par rapport à la voie ferrée qui nous intéresse davantage, nous, patrimoniaux. Ensuite, la morphologie, ça nous intéresse. Par exemple, pour un moulin, je donne toujours cet exemple-là, un moulin qui n'a plus que le bâtiment de mouture, il est moins intéressant que celui qui a mouture, nettoyage, la cour, l'écurie et la maison du meunier. Vous voyez, la morphologie est complète. S'il ne reste plus que la maison du meunier, hop, on baisse dans les hiérarchies patrimoniales. Et bien là, c'est pareil, on n'a pas que le bâtiment voyageur. On a tout ça, place, parvis, bâtiment voyageur, halles, abris, quais, ponts, passerelles, souterrain voyageur, escalier, grille, clôture, tranchée, tunnel, passage à niveau, poste d'aiguillage éventuellement dans la gare, halle de transbordement, dépôt, stockage, sanitaire, lampisterie, etc. Alors, on n'a pas toujours tout le monde, mais quand on en a plusieurs, alors là, ça devient vraiment la gare complète, superbe, et même lorsque les différents éléments appartiennent à des périodes différentes, bien sûr, puisque la sédimentation fait partie, bien sûr, du patrimoine. Le palimpseste, terme utilisé très fréquemment, mais qui nous est bien utile. Voilà pour les abris de la gare de Meudon-Val-Fleury. Voilà l'abri, alors je ne sais pas comment on lui donne, un abri de
un abri d'escalier, je ne sais pas comment on le nomme, celui-là, de la gare de Boulainvilliers, magnifique, gare de l'exposition universelle 1889. Hop, les escaliers d'apparat. Critère suivant, l'architecture. Alors là, pour l'architecture, attendez, je vais quand même reprendre mes notes pour ne pas vous dire trop de bêtises, parce que voilà. Alors là, nous sommes devant la gare de Versailles, rive gauche, rive droite, pardon, qui est la plus ancienne de France, à part 2 pavillons de la gare de Nîmes, qui ne forment pas une gare complète, en fait. Voilà, donc c'est la seule gare complète, en plus en activité, la plus ancienne de France, 1839, construit donc gare tête de ligne, gare terminus, construite en 1839, reliant Saint-Lazare à Versailles par Saint-Cloud. C'est donc la 2e ligne ouverte après celle, la fameuse ligne de Paris-Saint-Germain en 1837. Elle a été dessinée par Alfred Armand et présente un style néoclassique tout à fait assumé. Ce qui retient également, mais là je n'ai pas de photographie puisque c'est en chantier, donc Stéphane Asselin n'a pas pu les réaliser, c'est la qualité de l'espace intérieur. Architecture signifie espace extérieur, espace intérieur, et l'existence d'éventuels décors portés, ce qui est le cas dans cette gare. Je passe plus vite parce que je crois que mon temps est terminé. Beaucoup plus tardif, 1878, la gare de Versailles, rive gauche, château, avec malheureusement anonyme, n'a pas retrouvé le nom de son architecte, avec sa grande verrière. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer les magnifiques photos, c'est juste pour le plaisir esthétique, prises à la chambre de la gare Saint-Lazare pour faire la transition avec, de la gare, oui, Saint-Lazare, faire la transition avec les grandes halles. Voilà la succession des halles flachat et des halles primitives, des halles plus récentes. Le quai transverse fantastique et le restaurant du Train Bleu. Pour ensuite, on continue dans la chronologie, arriver vers cette merveille de Julien Polti, la gare de Pont-Cardinet, également magnifiquement restaurée par AREP, je crois que c'est vous qui l'avez eu en charge, hein, voilà. Avec, c'est pour ça que je prends parfois mes notes, avec des mosaïques du céramiste Auguste Piret. Ce qui est remarquable ici, c'est que Polti était architecte conseil du réseau de l'État, mais également architecte en chef des monuments historiques, mais également architecte diocésain. C'est la raison pour laquelle il assume le choix d'un plan basilical avec voûte surcroisée d'ogive pour la gare de Pont-Cardinet, tout en souhaitant donner au béton armé ses lettres de noblesse. Un petit coup de cœur, même si ce n'est pas dans le domaine SNCF, c'est la gare de Brachet, la gare de 1935, je crois, de me souvenir, qui a été également labellisée plus récemment. Nous sommes ici à Massy. C'est la gare terminus de la ligne de Sceaux, en fait. Elle est de style... un mélange de style art déco et néo-régionaliste, avec également un travail sur le béton absolument fantastique. C'est pour illustrer le critère suivant, après l'architecture, le décor. Il faut aussi cocher la case décor. On l'avait pour Polti et on l'a pour Brachet ici. Bien sûr, les volumes. Ce lieu-là, qui a été assez généreusement financé par la région, va devenir un tiers-lieu, juste à côté de la grande gare de Massy TGV. Dans un espace en complète, sur un territoire en complète transformation. Et c'est la raison aussi pour laquelle, en dehors de la qualité intrinsèque du travail de Brachet,
Nous l'avons labellisé puisqu'il s'agit du rare élément patrimonial, même s'il n'est que, entre guillemets, des années 30, dans un quartier en complète reconstruction. Et voilà des décors de céramique en grès cérame que l'on retrouve un petit peu partout et qui ont été sélectionnés et valorisés par l'architecte du patrimoine en charge de la restauration. On va terminer là-dessus. L'objectif de tout ça, tout de même, c'est de lister, un travail modeste mais utile, les valeurs patrimoniales susceptibles d'être transmises aux hommes et femmes de l'art, femmes et hommes de l'art, en charge de leur restauration et de leur valorisation, c'est-à-dire. Merci beaucoup. Un grand merci Nicolas qui montre voilà, toute la réflexion, la méthode derrière l'ingénierie en fait de la patrimonialisation. Ce n'est pas du sensible, c'est une réflexion. Et maintenant j'ai le plaisir de passer la parole à Alexandrina et Alvini qui vont clore cette série de présentations puis qui vont nous emmener au cœur des chantiers. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour conclure cette présentation, on a décidé de se prêter à l'exercice de mettre en valeur les différentes facettes de l'architecte qui intervient du coup sur le patrimoine architectural qui est la thématique de ces journées européennes du patrimoine. Et donc, en installant un dialogue entre une praticienne, donc Alvini Ioannidou, et une chercheure, moi-même, sur trois thématiques que l'on va faire dialoguer. Donc, une première, on commence avec un choix sur la pérennité des matériaux. Et je laisse du coup ma collègue commencer. Merci, bonjour tout le monde. Alors, un premier exemple concernant la pérennité des matériaux. On a déjà parlé de la gare Saint-Lazare. Vous m'entendez bien? La gare Saint-Lazare qui est inscrite au titre de monument historique, une grande gare parisienne de 1889 créée par l'architecte Juste Lich. Dans le cadre alors d'un aménagement de dernier étage des combles du bâtiment B et C, les deux bâtiments qui donnent sur le parvis de la gare, on a été sollicité pour la restauration des toitures. Et j'ai choisi quelques éléments à vous montrer par rapport à la matérialité. Alors, ça, c'est la fameuse ligne des bris. C'est un élément d'ornementation en plomb qui couronne les toitures de la gare Saint-Lazare. Parfois, on a la chance d'avoir des archives assez détaillées, archives historiques, mais dans ce cas, on a été obligé de faire des relevés sur place, des relevés in situ. Ils sont très, très importants parce qu'ils nous permettent de savoir exactement les différentes pièces, comment elles sont assemblées et comprendre bien les dispositifs. Alors, par la suite, on fait tout ça, une mise au propre du dessin pour que les entreprises qui vont consulter comprennent bien comment il est monté ces dispositifs. Et je vous montre comment ça a évolué. Alors, ici en chantier, alors on voit bien les pièces du bois. On a déposé les feuilles de plomb. On voit bien les membrons, les bourseaux en bois. On vient petit à petit ajouter les feuilles de plomb moulurées pour à la fin faire l'assemblage avec des bagues de jonction et réussir à voir les dessins d'origine, l'aspect d'origine de la ligne de bris. Un autre exemple sur la même gare toujours, alors c'est les ailes de bœuf. Il y a, il me semble, une quinzaine sur les bâtiments C. Il y avait une particularité et une surprise parce qu'au début, on croyait que c'était des ailes de bœuf en zinc. Et pendant le chantier, on s'est aperçu que finalement, c'était en cuivre étamé. On regarde, on peut bien voir sur cette photo, on voit bien qu'il s'agit du cuivre. Leur état sanitaire n'était pas très, très grave. Il y avait quelques dégradations en surface, juste quelques coulures plutôt au niveau des volutes et quelques saletés.
L'entreprise, du coup, il a proposé de faire, on s'est dit peut-être on va essayer de peindre. Ils m'ont appelé, je suis allée sur place, j'ai vu les résultats avec le déral que vous voyez sur la 3e photo. On n'était pas d'accord, c'était pas beau. J'ai trouvé que ça perdait beaucoup de la matérialité, du reflet. Alors, on s'est dit que la meilleure solution, finalement, c'est juste faire un nettoyage soigneux et par la suite appliquer une huile de patine pour qu'à la fin, on retrouve les résultats de l'œil de bœuf restauré, que je trouve qu'il est beaucoup mieux sans peinture. 3e exemple, encore on est sur l'ornement, c'est l'épi de fêtage. Cette fois-ci, on avait des dessins d'archives de Juste Lich assez détaillés. On s'est aperçu que l'épi de fêtage de pavillon d'extrémité, il n'était pas au complet. Il y avait des pièces d'ornement qui étaient manquantes, des pièces d'origine. Et en comparant bien sûr avec les dessins d'archives et en faisant un relevé, on a pu les restituer, les mettre correctement dans la dimension qu'il fallait. Et à la fin, on aura les résultats avec les 2 volutes ici, les 2 poignées qui complètent l'ensemble de cette sorte de vase d'épi sommitale qui, quand même, un petit détail, chacune pèse à peu près de 20 kilos. Alors, cet exemple de l'œil de bœuf et de la remise en valeur finalement d'un matériau noble qui se suffit en lui-même renvoie à la notion de précaution constructive qui est présente dans le domaine ferroviaire depuis le début du chemin de fer, avec, si nous revenons... Ah, bah oui, pardon, tu l'as déjà fait. Si nous revenons un peu à la matérialité d'origine, des premiers embarcadères, donc on parlait d'embarcadères, les premiers bâtiments qui sont construits sont bien souvent construits en bois pour une question de modularité et aussi puisqu'ils sont démontables très facilement en fonction de l'expansion du réseau et de l'adaptation du coup des bâtiments à ce réseau qui grandit. Mais très vite, on va utiliser la maçonnerie pour remplacer le matériau du bois. Et donc, avec cette stabilisation des réseaux et la stabilisation aussi des bâtiments, on vient intensifier la construction en maçonnerie et le rythme des constructions s'accélère aussi très rapidement. Alors, il faut construire vite, puisqu'on a tout un pays, et même à une échelle européenne, une Europe entière à pourvoir du chemin de fer, mais il faut surtout construire bien. Quand on s'intéresse aux archives et qu'on va dépouiller les archives sur les gares, qui ont des informations très précieuses sur les gares, on voit que de nombreux contrats entre l'État et les différentes entreprises de construction, les compagnies ferroviaires de l'époque, notifie, mentionne la qualité des matériaux qui doivent être utilisés pour la construction des gares. Et cette particularité et ce souci de la qualité des matériaux est parmi de nombreuses raisons. On peut citer une raison importante, c'est tout simplement celle que les compagnies ferroviaires privées peuvent exploiter le chemin de fer et les gares selon des concessions faites par l'État, généralement sur une durée de 99 ans. Et donc, elles doivent rendre le bâtiment et rendre le bâtiment en état et restauré. Alors, il y a donc un souci très fort de la pérennité des matériaux que l'on utilise dès le départ. Et ce, pour les grandes gares comme pour les petites gares. Alors, donc ce souci de bien construire et de durabilité qu'on voit dès le 19e siècle, eh bien, il peut se retrouver dans les travaux de restauration aujourd'hui. Et comme on peut voir avec cet exemple de l'œil de bœuf, mais je pense que, hop, oui, c'est ça, de l'œil de bœuf,
dont parlait Alvini. Cette restauration aujourd'hui permet de révéler finalement une matérialité qui suffit à elle-même. Et donc, pour continuer avec un deuxième choix de thématique que nous appelons la gare et le système. Merci. Alors maintenant, on passe dans une gare régionale. On est à la gare d'Abbeville, qui est dans le département de Somme, au nord de France. Alors, la gare d'Abbeville, qui a été construite en 1857 par l'ingénieur Lejeune, elle faisait partie de la compagnie de chemin de fer du Nord. Une gare remarquable, exceptionnelle. On a été sollicité du coup pour la restauration du campanile. C'est un campanile que vous voyez qui était en bois. Et ce campanile, à un moment donné, il a présenté beaucoup de dégradations. Les bois, il était bien dégradé. Pour des raisons de sécurité, SNCF a décidé de les déposer en 2018. Vous voyez la façade sans les campaniles. Alors, pour intervenir correctement sur ces monuments inscrits, on a fait un diagnostic patrimonial, on a analysé l'évolution historique et toute l'évolution qui a subi les campaniles à travers les différentes années. Et on a vu on a constaté qu'entre la phase de 1911 et la phase de 1997, il y a eu des modifications. On voit que le campanile est un peu simplifié, un peu plus épais, on peut dire. La toiture, elle était plus élancée, la girouette a été modifiée et des décors, on voit ici des petits épis comme des pinacles et la pigeate, la continuité, ils ont été supprimés. On a fait une critique de l'authenticité où, avec les différentes couleurs, on peut dater les différentes pièces pour comprendre finalement quelles sont les pièces d'origine et les interventions plus récentes. Et on a eu la chance cette fois-ci aussi d'avoir des archives très détaillées qui pourront après, par la suite, nous aider pour restituer des éléments perdus. Une fois que le campanile est déposé, il part dans les ateliers, on les découvre et après, petit à petit, on fait le décapage de la peinture et là, on se rend compte finalement que les bois il était dans un mauvais état, beaucoup plus dégradé que ce qu'on espérait parce que notre souhait, celle de la DRAC également, c'était de conserver le maximum de bois, de les réemployer, mais du bois qui est en bon état. Par la suite, là, on a fait un effort, on a constaté du coup que la partie qui était sous la toiture, les bois sous la toiture ainsi que l'ossature métallique, elle était en bon état, on pouvait la conserver et on l'a fait. On a du coup restitué les façades qui étaient plus exposées aux intempéries et plus dégradées. Et par la suite, on voit que le campanile bien prend sa place, il est gruté. Il est gruté, mais pas complet encore. Il y a des différentes étapes pour la finalisation. On voit bien qu'on a ajouté la couverture en plomb. On a ajouté aussi les cadrans de l'horloge qui ont été nettoyés et restaurés, ainsi que les différentes pinacles et épis sur les toitures, sur les sommets et sur la base. Voilà à quoi ressemble actuellement la gare d'Abbeville. Alors, cette gare d'Abbeville, elle est certes exceptionnelle. Donc, c'est ce que tu disais, avec une richesse de décoration, une préservation de lambrequin assez aussi exceptionnelle, la présence d'un campanile unique. Mais il faut savoir que c'est aussi l'adaptation d'un standard qui a été développé par la Compagnie du Nord et qui ne se voit pas au premier abord, mais que l'on peut aussi retrouver sur certaines autres gares, notamment la gare de Bergue, qui certes n'a pas la subtilité décorative que l'on peut voir à Abbeville, mais qui répond à un même plan standardisé. Alors, il faut savoir que le patrimoine ferroviaire
est justement ancré dans cette complexité, ce paradoxe entre un savoir-faire de l'ingénierie avec un fonctionnalisme et une rigueur de l'efficacité. On va construire des modèles pour pouvoir généraliser et augmenter la production de gares en fonction de l'expansion des réseaux, mais aussi justement ce compromis entre cette fonctionnalité, le modèle, et puis l'exception. On aime quand même déroger à la règle et on aime créer des objets architecturaux uniques. Ici, on peut voir par exemple plusieurs types de gares que l'on retrouve sur les réseaux du nord de la France qui s'est finalement développé entre la fin du 19e siècle et puis la première moitié du 20e siècle. Alors, c'est un peu ce que je disais avant, c'est que la logique constructive du ferroviaire obéit à la formulation de classes, première classe, deuxième classe, troisième classe de bâtiments, qui finalement se répondent les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'un bâtiment de première classe sur une ligne est complémentaire avec celui de deuxième classe, avec celui de troisième classe et inversement. Donc cette pensée constructive qui est celle du réseau, mais en valeur, souligne une autre valeur du patrimoine ferroviaire qui dépasse la valeur purement architecturale, qui est celle de la valeur du système et de la mise en place d'une architecture à travers un territoire, à travers un réseau. C'est ce qu'on peut voir sur cette carte où on a essayé d'établir les différents types de gares que l'on retrouve sur la région Île-de-France et de mettre en évidence ce lien entre les différentes architectures d'une même ligne. Alors, on a parlé de la pérennité des matériaux, on a parlé également de cette pensée systémique de l'architecture ferroviaire, donc très importante. Et donc, on va conclure avec une troisième thématique qu'on a nommée « Construire, déconstruire et déplacer » et qui fait justement écho à cette architecture du mouvement. Merci. Alors, la gare historique de Saint-Cloud est l'ancien bâtiment voyageurs historique. Il s'agit d'une gare qui n'est pas protégée, mais elle fait partie, elle s'inscrit dans les abords des différents monuments classés ou inscrits. Alors là, on est vraiment dans le sujet de l'architecture en mouvement, parce que cette gare, elle est censée être déposée et après reconstruite à l'identique. Ça, parce qu'ici, sur cet emplacement, on aura la nouvelle gare souterraine de Saint-Cloud des Grand Paris Express. Du coup, on a été obligé de le déposer afin de pouvoir creuser et faire les travaux pour la nouvelle gare souterraine. Comment on procède? On intervient sur place, on essaye dans un premier temps de repérer tous les éléments qu'on trouve intéressants avec une valeur patrimoniale intéressante pour bien les conserver pendant la dépose. Ça peut être les sous-bassements alors, l'appareillage des pierres, les clés de voûte, aussi l'horloge avec les cartouches et la date de 1894. Ça peut être aussi des détails sur les épées comme les museaux de lion, ainsi que des petits détails sur les menuiseries, que ça peut être dans l'imposte, on a des tables moulurées, et c'est des éléments où la signalétique estime que c'est intéressant de les conserver, de les préserver pour la suite. L'entreprise, du coup, intervient, elle fait une dépose soigneuse pierre par pierre, tous les différents blocs, le seinage d'angle, en mettant en même temps des étaiements provisoires en bois pour être sûr que ces structures ne vont pas s'écrouler pendant cette dépose. Même travail aussi pour la brique, on les dépose soigneusement, on les trie, on voit les briques sont en bon état, qui sont chargées sur des palettes pour qu'ils soient conservés.
Et à la fin, ici, on voit le parvis qui ressemble plutôt à un parking de blocs de pierres de taille. Il s'agit des pierres en fait, ils étaient des pierres qui étaient la corniche et l'entablement de l'ancienne gare. Là, ils sont déposés, ils sont numérotés avec leurs feuilles de route, si on peut l'appeler comme ça, pour être conservés et après être reconstitués à l'issue des travaux. Alors, cet exemple de réemploi de la gare de Saint-Cloud, alors déjà, elle répond un peu aux deux thématiques précédentes, c'est-à-dire que déjà d'une, elle assure la pérennité des matériaux dont on parlait, et puis elle assure aussi la cohérence de la ligne, c'est-à-dire la cohérence avec les autres bâtiments qui sont issus d'un même réseau, du même ligne, et le dialogue qu'ils entretiennent entre eux. Alors, la pratique du réemploi, elle se généralise sur les chantiers ferroviaires, elle se structure aussi, mais pas que sur les chantiers ferroviaires. Mais elle m'a spontanément fait penser à un exemple historique assez emblématique du réemploi ferroviaire, qui est l'ancienne gare du Nord, qui en 1848 est déjà trop petite pour pouvoir assurer le flux augmentant des voyageurs. Et donc, ce que l'on voit sur cette image, c'est qu'on va venir la déposer pierre par pierre et donc fabriquer les plans graphiques pour pouvoir la réemployer. Donc ici, on est vraiment sur un exemple inverse de la gare de Saint-Lazare qu'on a pu voir à peu près, enfin à quelques décennies près de destruction d'une gare. Et donc, on va venir la déposer et la réutiliser quelques années plus tard en gare de Lille. Alors, les Lillois ne sont pas contents du tout, puisque réutiliser les rebuts de la capitale, ça le fait pas. Et donc, on va l'adapter pour pouvoir lui donner une monumentalité qui est chère aux Lillois. Donc, on va lui ajouter une travée, comme on peut voir sur le bâtiment, enfin sur le dessin du dessous. Et puis, on va lui rajouter aussi un étage pour lui donner cette monumentalité. Ici, vous pouvez voir la gare de Lille aujourd'hui. Et un détail intéressant, c'est que justement, le réemploi ferroviaire, ou du moins ce qu'on en sait aussi dans sa pratique historique, c'est qu'il se sert de son moyen de transport, du train du coup, pour acheminer les matériaux de construction, ce qui est pratique. Donc du coup, on va acheminer cette gare du Nord par le train jusqu'à Lille. Ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que cette pratique, ce n'est pas justement juste une façade qui est amenée à Lille et qui est déplacée, c'est énormément d'éléments constructifs de la gare. Là, on peut voir l'exemple du système d'illumination de la gare du Nord avec l'étoile de Paris qui est réemployée dans la gare de Lille. Bien sûr, on ne la retrouve plus actuellement puisqu'elle a évolué et le système d'illumination aussi. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que on s'aperçoit que tout au long des chantiers de transformation de la gare de Lille, on va utiliser le réemploi. Alors, cet exemple historique montre quand même la structuration du réemploi ferroviaire et aussi pose la question de, après une longue période de dégénérescence de cette pratique dans le monde ferroviaire, mais plus largement dans le monde de la construction, comment réorganiser, comment restructurer ce réemploi avec les normes environnementales constructives aujourd'hui. Merci. Un très, très grand merci à vous, Alvini, Alexandrina. Je propose, parce qu'on a un petit peu débordé le temps, je propose qu'on passe aux questions tout de suite. Si vous en avez, on se fera un plaisir de vous répondre. Qui a une question? Ou alors, voilà, il y a des questions. Et en y allant, voilà, vous avez un beau panel de toutes les pensées et actions qui œuvrent sur les gares. Donc, merci de finir sur la gare de Lille. Et je suis étonnée qu'elle ne soit pas classée
en plus que vous expliquez des choses qui me paraissent sortir de l'ordinaire. Elle n'était pas sur la carte, monsieur, que vous avez présenté des, je ne sais plus, 35, je crois, gares. Non, pas mal. Effectivement, elle n'est pas monument historique. Et je vais revenir aussi sur une de tes questions, Nicolas, qui, ben voilà, les questions de savoir ce qui est patrimonialisé ou pas. Et effectivement, c'est le propriétaire. Alors, en l'occurrence, la SNCF est gestionnaire de ce patrimoine. Elle n'en est pas propriétaire, mais elle a quand même ses fonctions possibles qui vont générer ce type de protection. Il faut savoir que ces types de protections, elles sont données sur de grandes gares nationales. Effectivement, Lille pourrait en faire partie. Et il faut aussi intégrer dans ces protections le fait qu'on doit permettre aussi l'usage constant et l'exploitation ferroviaire. Mais vous le voyez, on ne s'arrête pas du tout à ce type de protection pour apporter un vrai regard patrimonial. Il ne suffit pas que ce soit un monument historique pour qu'on intervienne. Nicolas l'a montré. Ce soin donné et apporté au patrimoine, il est fait à toute échelle de bâtiments. Mais après, il faut savoir quand même qu'il y a 3000 gares en exploitation en France. Il y en avait 10 000 en 1914. Voilà, les actifs ferroviaires évoluent. Et de fait, il y a énormément aussi d'éléments, comme l'a montré Nicolas, et de fait, c'est un entretien qui est très très fort, très très lourd et impactant pour Gares et Connexions, voire même SNCF Réseau sur son infrastructure, et qui nous force aussi à réfléchir à ce qu'on souhaite protéger pour l'avenir. On ne peut pas non plus tout figer, tout muséifier et tout protéger. Ouais, il peut y avoir une pression, il peut y avoir aussi un état de dégradation tel qu'on va saisir le propriétaire pour dire bah non, là, il faut patrimonialiser l'édifice. En l'occurrence, il y a comme une maintenance très, très, très régulière sur ce patrimoine qui fait que ce n'est pas toujours des opérations de restauration, mais à minima, ce sont des opérations de maintenance qui permettent à ce patrimoine de ne pas se dégrader trop fortement. J'ai répondu, mais vous pouvez peut-être rajouter des choses. Citer un autre exemple, c'est l'ancienne gare qui était au pied de la Tour Eiffel pour l'exposition universelle, qui avait été déplacée à Asnières et qui a été inscrite à l'époque. C'était donc maintenant, elle est protégée au titre DMH, puisque justement, elle n'avait plus d'usage et il était question de la démolir. Donc aujourd'hui, elle est en état de délabrement, mais elle était inscrite. Donc voilà, il y a aussi effectivement des actions extérieures qui permettent d'obtenir des inscriptions. Oui, bonsoir. En fait, je voulais savoir, parce qu'on a eu toutes les gares et puis toutes les protections du patrimoine, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour la gare Montparnasse? Parce qu'il y a eu une photo, on a vu l'ancienne gare, et après, on voit que c'est complètement changé. Il n'y a plus du tout l'ancienne gare qui est gardée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette gare-là, en fait? Alors, effectivement, vous avez vu, la façade a été reprise. Mais il faut savoir que la gare Montparnasse, je ne suis pas spécialiste de la gare Montparnasse, je vais vous faire une réponse quand même, c'est un ensemble immobilier très important. C'est toute l'infrastructure, c'est toute l'architecture en béton, c'est aussi la première fois qu'on a des logements, des bureaux qui sont des activités qui mixent avec l'exploitation ferroviaire. Donc c'est nouveau dans les années 60. Et l'intervention qui a été faite récemment, elle a concerné en fait des éléments qui ne sont pas venus impacter cette structure en béton, ni le fonctionnement et ni ce qui fait la valeur patrimoniale de cet îlot urbain que représente la gare Montparnasse. Et on est venu justement adapter par cette nouvelle façade une thermique qui ne fonctionnait plus et remettre aussi du confort dans cette architecture qui, pour toute son ossature, a été conservée. Ça, c'est sur l'intervention, on va dire, la plus récente, à la fin du siècle. Mais pour la gare d'origine, elle a été démolie dans les années 60 et reculée. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez une ligne de métro qui est assez loin de la gare Montparnasse, puisque la gare Montparnasse d'origine était au bout de la rue de Rennes. Voilà, donc elle a disparu à cette occasion.
On a le même phénomène que pour beaucoup de patrimoine du 19e et du 20e siècle. C'est l'urbanisme moderne, c'est l'urbanisme sur dalle, hein, dont Montparnasse est l'un des symboles à Paris, qui suscite aussi des réactions patrimoniales, les initiatives de Malraux, les secteurs sauvegardés, etc. Et donc, c'est juste après, finalement, qu'on voit les premières gares parisiennes protégées. Donc, c'est une question intéressante. Je pense que d'autres collègues auraient la réponse. Je vais leur poser la question dès que je rentrerai. Mais il est possible que la destruction de la gare Montparnasse ait été, un petit peu comme la destruction des Halles Baltard, l'un des facteurs déclenchants des protections d'autres gares. C'est une hypothèse, je ne suis pas spécialiste de cette question de la patrimonialisation des années 70 des gares, mais je vais poser la question. Alexandrina, non? Non. Mais effectivement, avec les Halles Baltard qui sont très connus, vous voyez, hein, la patrimonialisation, elle est liée à la disparition, à la perte, à la mémoire aussi qu'on veut préserver. Et c'est là qu'on met en place des politiques de protection fortes pour le patrimoine industriel à partir des années 70. Donc oui, en temporalité, on est avant pour la nouvelle gare Montparnasse des années 60. Moi, j'avais une question sur le patrimoine souterrain. Il y a, surtout récemment, et peut-être encore plus récemment avec le Grand Paris Express, on s'aperçoit quand même que on creuse et qu'il y a un patrimoine architectural certes récent, mais intéressant dans toute la partie souterraine. Là, je le vois pas présenté ni évoqué, certes parce qu'il est peut-être plus récent, mais quelle est l'attention, quelle est la démarche sur la conservation? Je pense à des gares assez marquantes en termes de style comme la gare Magenta ou Haussmann Saint-Lazare, et plus récemment à la gare du CNIT, qui est quand même une prouesse à la fois architecturale et technique qui n'est pas à voir, mais qui est bien réelle et présente dans le réseau. C'est vrai qu'on n'a pas mis la... Je me posais la même question. C'est vrai qu'on n'avait pas proposé de labellisation de gare souterraine pour le moment. Enfin, on avait proposé laquelle? Non, les deux refusés. C'est Choisir en Bouillet. Juste en dessous de l'ex-gare. Juvisy. Là, on est en train de réfléchir aux gares qu'on peut labelliser, et effectivement, la patrimonialisation expansive invalide. Oui, tout à fait. L'exemple que tu as montré, Émilie, tout à fait. Voilà, on a montré cette patrimonialisation expansive où au début on protège. On ne met pas la gare d'Orsay, je ne parle pas de la gare d'Orsay parce qu'elle n'est pas exploitée, mais effectivement, on peut en parler. Mais la gare de Lyon, 1975, et il faut savoir en plus qu'on protège des bouts. Hein, on protège un bout de la toiture, un bout de la façade, on ne protège même pas l'ensemble monumental. Donc voilà, on arrive petit à petit avec nos sociétés à se dire, bah oui, mais ça aussi c'est du patrimoine. Et c'est une très juste remarque. Et effectivement, c'est comment est-ce que la société va se saisir de l'existant qui l'environne pour se dire, bah oui, on a envie de le conserver et on a envie que ce soit du patrimoine. Et le regard de Nicolas est très intéressant là-dessus, c'est que derrière, c'est pas seulement une envie, une sensibilité, on se dit, ah, il faut tout garder, parce que derrière, voilà, il faut aussi, on revient sur les présentations de Fabienne et Émilie, être en capacité d'adapter, de transformer, de faire des choix. Mais effectivement, il y a des éléments de gare, souterrain qui mériteraient peut-être. À vérifier, mais là j'avais noté que le 29 mai 78, les monuments historiques ont protégé les réalisations subsistantes d'Hector Guimard pour le métro. 86 entourages ridicules répartis sur 66 stations. Donc on n'est pas sur les profondeurs, on est sur la surface. Effectivement. Voilà, question de circulation. Alors, je sais bien que certains militent pour la conservation intacte de certains aménagements de stations avec les fameux sièges coques de Paul Andreu, qui sont les uns après les autres détruits, alors qu'ils représentent un moment phare de l'aménagement du métro, etc.
progression. Je ne crois pas qu'il y ait, mais là, il faudrait qu'on demande à des collègues de la RATP. Ouais, Et tout à fait. Et les collègues de la RATP, dont un que j'ai entendu récemment, disaient que, vous voyez, les couleurs du métro qui ont été designées par Talon sont reproduites. On reproduit les mêmes couleurs. Il faut savoir quand même que les couleurs, c'est des choses qui sont très évolutives. Notre perception de la couleur et notre, voilà, le confort aussi chromatique dans lequel on vit, l'œil humain évolue aussi. Et pour autant, la RATP décide de reproduire ces couleurs emblématiques d'un designer à une époque donnée. Donc voilà, c'est toute la question que vous posez de cette doctrine patrimoniale, de qu'est-ce qu'on protège, pourquoi on le protège et comment on le protège. Et après, je me tourne vers les représentants Gare et Connexion et AREP et comment et combien on protège tout ça. C'est maintenir l'usage. Exactement. Et il faut savoir que les gares sont quand même exceptionnelles en ce sens où les châteaux sont beaucoup devenus des musées, mais des gares sont beaucoup restées des gares. Bonjour, on est tous les deux de la RATP. Ah bah. En maîtrise d'ouvrage d'aménagement des espaces de transport. Donc oui, on fait beaucoup attention justement à préserver tous les styles architecturaux, en garder une mémoire. Après, on se laisse comme une liberté de modernisation. Et justement, je trouve que ça fait le lien un peu à la question que je pouvais avoir. Est-ce que justement cette protection en tant que gestionnaire de gare n'est-il pas une trop grande limite, un blocage justement pour accompagner la modernisation du réseau et de l'accueil en gare et de tous les services qui l'accompagnent? Ça, c'est certain. Enfin, je pense que c'est peut-être l'un des freins que la SNCF, pour l'instant, n'est pas plus active sur cet aspect-là, tout en étant, on va dire, très consciente de la qualité. Il marche toujours pas celui-là. Tout en étant très consciente de la qualité de son patrimoine architectural. Enfin, je pense que les interventions qu'on vous a montrées montrent qu'il y a un vrai respect, il y a une vraie réflexion sur le respect de ce patrimoine et la façon de l'accompagner pour rentrer dans le 21e siècle. Si on fait un très rapide retour en arrière sur les grandes phases de passion patrimoniale française, je ne prendrai que deux exemples. La plus connue, évidemment, la Révolution française, c'est là que naît la notion de patrimoine et le réflexe patrimonial. Et c'est dans le désastre que se crée la volonté de préserver, toujours. Donc si on entretient régulièrement, finalement, il n'y a pas forcément de raison de voir des boucliers se lever contre la disparition de quelque chose qui est entretenu et qui fonctionne. C'est vraiment fondamental. Pour le patrimoine du XXe siècle, et en particulier le patrimoine industriel, c'est la désindustrialisation et le spectacle de la destruction des usines et de désastre environnemental qui a suscité en même temps le tournant environnemental, la prise de conscience environnementale, la naissance d'un sentiment fort de volonté de défendre le patrimoine industriel qui n'a pas pour fonction, sauf exception, en réalité de perdurer au-delà de l'usage qu'on a eu de l'enveloppe architecturale d'une usine. Mais ça a été un tel traumatisme qu'on a commencé à écrire l'histoire de l'industrie pour un peu renarcissiser les populations entières qui avaient perdu leur travail, raconter les aventures industrielles et à conserver des témoignages matériels et physiques de cette aventure-là. Et donc, c'est face à ce traumatisme-là qu'est né, en réaction à ce traumatisme-là, comme pour réparer, comme pour soigner ce traumatisme qu'est né sciences patrimoniales pour l'industrie et le patrimoine du 19e et 20e siècle. Donc voilà, donc une entreprise qui intègre à son logiciel la préservation du patrimoine pour des raisons économiques, environnementales et d'image de marque n'a pas forcément à craindre, sauf budget en berne qui ne permettrait pas d'agir, des levées de boucliers importants contre ces actions sur le patrimoine, sur l'existant ferroviaire. Et c'est là qu'on est vraiment sur de l'architecture en mouvement, parce que, vous voyez, Nicolas parle de traumatisme, c'est souvent par la mémoire et le traumatisme, j'ai souvent dit ce mot mémoire qu'on protège, et peut-être les traumatismes subis par l'urgence climatique
vont nous arriver dessus, et ça rejoint complètement le travail que vous expliquait Émilie sur l'adaptation aussi de ces gares. Donc voilà, vous comprenez aussi le mouvement en avant, le mouvement prospectif aussi, qui n'est pas seulement du confort ressenti, mais c'est aussi voilà, de faire évoluer la société dans le bon sens. Ah oui, il y a plein de questions. Bon, alors, on va remonter le micro, si ça va. Merci beaucoup. Alors, on a vu deux beaux exemples de gares italiennes. Et monsieur, vous avez parlé du Royaume-Uni. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des points communs, des différences dans les approches en France et dans d'autres pays? Juste une précision, en termes de construction ou en termes de protection? De protection du patrimoine, d'adaptation, d'atténuation. Alors, c'est vrai que les exemples internationaux qu'on a pu développer, c'était avant tout pour montrer qu'on a un patrimoine commun. Et donc, on peut voir que certaines gares, et c'était un peu même l'objet de mon étude, c'est que certaines gares construites en France sont établies avec exactement le même modèle et par les mêmes ingénieurs en France, en Italie, en Espagne. Donc, un patrimoine commun et mais des protections diverses. C'est-à-dire que le patrimoine, en tout cas, de ce que j'ai étudié, c'est plutôt le patrimoine sud-européen. En Italie, on ne va pas avoir le même mode de protection et les mêmes critères de protection, le même périmètre de protection pour le même type de bâtiment qu'en France. En Espagne, ce sera exactement la même chose et avec des protections patrimoniales ferroviaires beaucoup moins drastiques qu'en France. Donc un patrimoine qui s'est perdu aussi de manière beaucoup plus forte. Donc, c'est aussi un des enjeux de la communication autour de ce patrimoine commun, c'est aussi peut-être de mettre en place des mesures de protection communes à l'échelle européenne. Après, pour l'Europe du Nord, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais en tout cas, voilà. Oui, bonjour. Je voulais juste faire une remarque en préambule. C'est que pour la gare d'Orsay, enfin le musée d'Orsay, la gare du RERC musée d'Orsay est sur l'emprise d'anciennes voies de la gare historique d'Orsay. Donc on peut tout dire que d'une certaine manière, elle est toujours en activité, même s'il reste une partie souterraine congrue de cette gare, qui par ailleurs, le bâtiment gare, lui, est classé en étant le musée d'Orsay. Ceci dit, ma question portait sur le fait que vous avez évoqué toutes les grandes gares voyageurs, grandes lignes parisiennes actuelles, sauf la gare d'Austerlitz, qui pourtant est la gare dont il y a eu les plus grandes modifications actuelles et dont on déplore quand même la disparition d'un certain nombre de bâtiments ou d'éléments historiques. Et à tel point que quand j'avais fait une visite avec un guide, il avait dit que si la SNCF pouvait raser la gare d'Austerlitz, il l'aurait fait, et qu'ils n'ont gardé la grande halle parce que c'était la plus grande d'Europe et qu'elle était classée. Alors, j'aurais voulu avoir quelques mots quand même sur ce projet. Alors, je vais en profiter pour vous dire que voie 18 en ce moment à Gare d'Austerlitz. Nous avons une très belle exposition qui a été inaugurée ce matin, que vous pouvez aller voir et qui montre l'histoire de la gare d'Austerlitz et également qui explique les projets en cours Gare d'Austerlitz. Donc n'hésitez pas à aller voie 18 parce qu'on ne va pas pouvoir tout vous refaire l'historique. Donc c'est en ce moment que vous pouvez voir ça. Et la question, je vais vous laisser répondre parce que j'ai fait ma pub. Alors, effectivement, vous m'entendez? Oui. Oui, il y a aujourd'hui évidemment en cours un immense projet de transformation, non seulement de la gare, mais de tout l'îlot. Enfin, c'est vraiment un quartier de ville, un morceau de ville qui aujourd'hui sort de terre. Donc effectivement, c'est une transformation impressionnante et
et qu'on perçoit assez bien d'ailleurs quand on passe déjà boulevard de l'hôpital. Donc voilà, merci déjà d'avoir souligné la qualité du travail qui a été fait sur cette grande halle voyageur, que vous avez vu une photo tout à l'heure. Et qui, d'ailleurs, le travail de restauration de cette grande halle était aussi très visible dans le paysage urbain. Il y a eu tout un moment où il y avait une couverture provisoire blanche là, qui émergeait, qui flottait dans le paysage parisien. Et donc, effectivement, qui s'est terminé en tout début 2024 et qui n'était finalement que le préambule à des travaux qui se sont poursuivis. Alors, cette gare d'Austerlitz, c'est quand même un nœud de circulation, un nœud de mobilité en fait, hein, parce que donc vous l'avez vu, il y a ce métro 5 qui arrive, il y a le métro 10 aussi, donc le travail qui a été fait portait aussi sur l'intermodalité et comment est-ce qu'on crée un lien plus lisible et plus naturel entre les différents espaces. Et puis, donc, il y a ce projet en cours, alors qui d'ailleurs est porté par deux maîtrises d'ouvrage, SNCF Gare et Connexion et Altaria, et dans un groupement de maîtrise d'œuvre avec l'agence Villemotte et Associés. Et donc, en effet, ce projet va transformer de manière assez significative également l'intérieur de la gare, avec un souci de conserver finalement évidemment ce qui en fait la qualité. Et si je donne juste un exemple, pour les espaces qui vont se développer dans les ailes, parce que donc on a parlé de la grande halle, et donc cette halle elle est encadrée par deux ailes, aile scène et aile muséum. Et donc les espaces qui vont se développer dans ces ailes tirent parti de la qualité au maximum existante, et donc en particulier cette pierre qui a une nature chaleureuse particulière qui se retrouvera, et donc voilà, l'ambition des projets d'aménagement est de donner à voir, de continuer à voir la qualité et surtout le confort qu'apportent ces éléments dans les différents espaces. J'en profite d'ailleurs, pardon, je fais une petite digression pour rebondir sur la question européenne. AREP a sorti là tout récemment une jolie carte sous forme un peu carte Michelin que Mélina tient dans ses mains là maintenant, c'est ce qui m'y fait penser, voilà, que vous retrouvez, United Stations of Europe, qui reprend une centaine, exactement 100 je crois, gares parmi les plus grandes en Europe, avec voilà une vue normalisée, enfin selon la même vue axonométrique qui permet de voyager sur son siège. Voilà, il y a un site internet, United Stations of Europe, qui vous les présente également. Oh là. La transformation. Ouais. Alors, moi, je ne vais pas me donner ce micro, c'est pas possible. Alors, je ne vais pas répondre dans le détail, mais il y a des parties d'ailleurs de la gare d'Austerlitz qui ont disparu au fil du temps. On parlait effectivement de l'arrivée du métro qui est venu perforer ce bâtiment. On a aussi l'ancien buffet de la gare qui a été démoli au moment de la création de l'avenue de France. Enfin, je veux dire, la transformation, elle est pas que dans le cadre du projet. Je voulais peut-être ajouter aussi que c'est un projet plus complet. Le bâtiment, c'est un projet, comme tu disais, c'est un projet de quartier. On va dire le travail de la SNCF Gare et Connexion avec Altaria se concentre sur les parvis de part et d'autre, hein, donc on appelait ça côté Seine et côté muséum, enfin cours muséum et cours Seine, pardon, et le bâtiment voyageur. Donc la petite halle également, parce qu'on n'en parle pas, a été conservée, c'est là d'ailleurs qu'a lieu l'exposition. Donc oui, je sais qu'il y a un bâtiment qui a disparu, qui a été démoli, mais ça a été quelque chose vu avec les services compétents de la protection. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a un besoin d'usage, de passage, de desserte sur un bâtiment qui fait qu'on ne peut pas complètement figer. Donc voilà ce que je voulais simplement en dire, et heureusement, effectivement, je pense que le projet va quand même démontrer la mise en valeur de ce patrimoine et la restitution du cœur de gare à l'ensemble des voyageurs. On n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur tous ces sujets, dont les services de l'État,
effectivement, qui font leur travail scientifique sur ce monument historique. Je vous propose qu'on s'arrête là, mais on pourra prendre la question en off, parce que c'était déjà un échange extrêmement riche. Merci à vous, on a un petit peu dépassé l'horaire. Et un grand merci à vous.